le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, deuxième sortie pour cette semaine, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Au Mexique, des enfants contre les trafiquants, des adolescents mexicains entraînés au combat, abandonnés par les autorités. Un village mexicain entraîne ses enfants au combat pour résister à des trafiquants de drogue. Voici un reportage signé Euronews. Ces enfants mexicains ont entre 16 et 17 ans et ils suivent un entraînement au tir dispensé par un groupe d'autodéfense paysans. Nous sommes dans le village d'Ayahualtempa, dans le sud du Mexique, à 200 km d'Acapulco. Le village est harcelé par Los Ardillos, un gang de trafiquants de drogue. Je suis prêt à me battre, à donner ma vie pour mon peuple et ma famille en résistant à ce groupe criminel. Le village compte environ 1000 habitants. Ils demandent l'aide de l'État pour mettre fin aux meurtres et aux enlèvements dont ils sont victimes. Depuis 2019, au moins 9 villageois ont été tués, mais leurs appels n'ont pas été entendus. L'entraînement des enfants est filmé. Le groupe d'autodéfense espère attirer l'attention des autorités. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador estime qu'il s'agit d'une initiative arrogante et honteuse. Au Minnesota, nouveaux affrontements après le décès d'un jeune afro-américain. De nouvelles manifestations ont éclaté le 12 avril au soir à Minneapolis, malgré l'entrée en vigueur d'un couvre-feu visant à empêcher l'embrassement de cette ville du nord des États-Unis, après la mort le 11 avril d'un jeune homme noir abattu par la police en plein procès du meurtre de George Floyd. Voici un reportage de confrères de la RT. La colère n'est pas retombée à Minneapolis. Après la mort de Daunte Wright, un jeune afro-américain abattu ce dimanche par la police lors d'un contrôle, la ville a connu une deuxième soirée de heurts entre population et forces de l'ordre. Un nouveau drame qui passe mal auprès des habitants. Nous manifestons pacifiquement. Nous n'allons pas continuer à accepter que la police tue des Noirs sans raison, sans contrôle routier, sans problème de santé mentale. Donc c'est juste la façon que nous avons appris à être solidaires et à montrer que nous sommes debout pour une cause. Cela continue à se produire. Il est accablant de devoir se réveiller et de voir qu'un jeune homme noir a été assassiné par les forces de l'ordre. J'ai 25 ans, cet homme avait 20 ans, Daunte Wright avait 20 ans, il aurait pu être mon petit frère. Pour éviter tout débordement supplémentaire, Minneapolis a instauré un couvre-feu dès 19h. Mais des dizaines de manifestants étaient toujours présents lundi soir face au commissariat de Brooklyn Center, la ville voisine où a eu lieu l'événement tragique. Les forces de l'ordre ont de leur côté communiqué par le biais du chef de la police locale, jugeant cette mort accidentelle. Selon ce dernier, l'agent responsable de la mort de Daunte Wright aurait confondu son arme à feu avec son taser. Son nom n'a pas été rendu public, contrairement à l'enregistrement vidéo du drame. Une affaire qui a poussé Joe Biden à prendre la parole. Je n'ai pas appelé la famille de Daunte Wright, mais mes prières se tournent vers eux. Ce qu'il s'est passé est vraiment tragique, mais je pense qu'il faut attendre de voir ce que nous dira l'enquête, l'intégralité de l'enquête. Nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existe chez les personnes noires dans ce contexte est réelle, sérieuse et importante. Mais cela ne justifie pas la violence ni les pillages. À la suite de ce drame, le sport a également été mis à l'arrêt dans la ville. La NBA, la Ligue majeure de baseball et la Ligue nationale de hockey ont décidé de reporter les rencontres prévues tout en présentant leurs condoléances. Enfin, la mère de Daunte Wright a pris la parole pour demander un retour au calme. Reste à savoir si elle sera entendue.
Au Burkina Faso, Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Sankara. L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, icône panafricaine, lors du coup d'État de 1987, au cours duquel il avait pris le pouvoir. Le dossier a été envoyé mardi devant le tribunal militaire de Ouagadougou, après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont Blaise Compaoré. 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé, selon des avocats de la défense et les partis civils, voici un reportage signé Africa News. Au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Véritable retentissement dans l'affaire de l'assassinat du militant burkinabé, la justice du pays a décidé de la mise en accusation de Blaise Compaoré au pouvoir entre 1987 et 2014. Actuellement en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute, Blaise Compaoré va être jugé pour complicité d'assassinat de son prédécesseur, mais aussi pour attentat à la sûreté de l'État et recel de cadavres dans le dossier Sankara. Thomas Sankara était le président de la Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso de 1983 à 1987. Il était le symbole de la révolution burkinabé et menait une politique d'émancipation nationale. Il a été abattu par un groupe de soldats lors du coup d'État de 1987 qui amènera Blaise Compaoré au pouvoir. L'affaire a été renvoyée mardi devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont Blaise Compaoré, 34 ans après la mort de Thomas Sankara. Au total, 14 personnes doivent comparaître devant le tribunal dans ce dossier. La Russie et l'Iran font front commun face aux Occidentaux sur le nucléaire iranien. Moscou et Téhéran ont semblé faire front commun mardi face à Washington et aux Européens sur fond de discussions à Vienne pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Voici un reportage signé France 24. En visite à Téhéran, Sergueï Lavrov réaffirme le soutien de la Russie à son allié. Pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, Moscou appelle les États-Unis à lever les sanctions contre l'Iran. Nos partenaires à Téhéran sont prêts à avancer immédiatement sur cette question, à condition que les États-Unis prennent des mesures appropriées. Mais pour lever les sanctions contre l'Iran, Washington exige d'abord que Téhéran respecte à nouveau les conditions de l'accord. Depuis dimanche, un incident sur le complexe nucléaire de Natanz accentue les tensions entre les deux camps. Les Iraniens dénoncent un acte de sabotage et accusent Israël d'être à l'origine de la panne de courant qui a paralysé le site. Les Américains doivent savoir que ni les sanctions, ni des actes de sabotage ne leur procureront un instrument de négociation et que ces actions ne feront que compliquer encore plus la situation pour eux. Les circonstances de l'incident sont toujours floues. L'usine de Natanz venait de commencer à tester de nouvelles centrifugeuses pour enrichir de l'uranium plus vite et en plus grande quantité, à un degré de raffinement interdit par l'accord sur le nucléaire iranien. En marge des discussions en cours à Vienne, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu à Bruxelles pour évoquer le dossier iranien avec ses alliés au sein de l'OTAN. Parlons du Covid-19 en Inde, le pèlerinage à haut risque de Kumbh Mela. C'est un rassemblement de plusieurs millions de fidèles sur les bords du Gange. Le pèlerinage du Kumbh Mela ne déroge pas à la tradition cette année, malgré les risques sanitaires liés à la Covid-19. C'est alors que l'Inde est désormais le deuxième pays le plus contaminé par le coronavirus après les États-Unis. Voici un reportage signé TV5 Monde. Sur les rives du Gange, le pèlerinage hindou de Kumbh Mela, en Inde. Purification promise pour celui qui se plonge dans les eaux sacrées. Un rendez-vous organisé tous les 3 ans, cette année dans la ville sainte de Haridwar. Des rites millénaires qui réunissent des millions de personnes en une seule journée. Sadhus aux cheveux longs, enduits de cendres, symbole de mort et de renaissance. Famille, un grand bain collectif et un grand problème en période de pandémie. On a eu peur de venir pendant la Covid, mais il ne devrait rien nous arriver. Par la grâce de la déesse mère du Gange, tout va bien ici. Il n'y a pas de problème. La réalité est pourtant alarmante. Des dizaines de personnes sont testées positives quotidiennement dans le cadre du pèlerinage, selon le ministère de la Santé. Le rassemblement a néanmoins été maintenu, bien qu'écourté, 1 mois au lieu de 3. L'important est de suivre les mesures de sécurité pour arrêter la propagation du coronavirus. Et nous avons pris ces mesures.
En attendant, lui ne porte pas de masque. Le message de protection et de distanciation sociale ne passe pas. La police admet d'ailleurs ne pas avoir les moyens de sanctionner les contrevenants. Et le nombre des contaminations augmente au plan national. De fait, l'Inde est devenue le deuxième pays le plus contaminé au monde après les États-Unis. L'Inde est passée devant le Brésil, c'était attendu. Le virus ici est plus virulent. La question est de savoir combien de temps va durer la deuxième vague. On ne sait pas. Si c'est 2 mois et demi comme la première, ce sera problématique. Plus de 170 000 morts officiellement et moins de 4% de vaccinés à ce jour sur 1,3 milliard habitants. L'Inde vient d'ajouter un 3e vaccin anti-Covid à son dispositif en approuvant le sérum russe Sputnik V. Ainsi s'achève la page internationale au grand journal du 14h pour ce mardi 13 avril 2021. Présentation Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Pour la production, c'est bien Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Côté température, Boston 57 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui, 14 degrés Celsius. Jacmel, la ville d'Alcibiade de Pomerac, température 86 degrés Fahrenheit à 30 degrés Celsius. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonsoir Lionel, bonsoir Robin. Rendez-vous, c'est pour demain. Et gardez le sourire. Le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.